Alors, je vais vous parler de manipulation. Je vais vous parler de manipulation parce que finalement, quand on vit avec Patrick, il faut savoir se prémunir de toutes ces agressions multiples qu'on va subir. Alors, je décide de vous parler de la manipulation, mais dans la manipulation du piège abscon. On voit pas J'imagine que encore vous ton, on voit vous pas voyez encore bien ton mon écran, donc vous voyez pas mon écran encore? pas encore quelques secondes. C'est parti. Voilà. Donc le piège abscon, eh bien écoutez, voilà, c'est une des techniques, de manipulation, une des multiples techniques de manipulation. Donc du coup, le piège abscon, c'est connu, comme étant le doigt dans l'engrenage, hein. Et donc, ce qu'on va, évoquer dans cette chronique, c'est on va resituer en fait le piège abscon. Donc pour ça, on va voir les 6 éléments de la manipulation et puis on va voir, un de ces éléments qui est l'engagement et dans cet élément, on va voir, dans le détail le piège abscon en regardant, des exemples, les, caractéristiques et on va proposer une stratégie pour, sortir de ce piège abscon. Voilà, donc c'est un gros programme, qu'on va, passer au pas de charge, mais qui a deux intérêts. Le premier, c'est de vous donner un détail sur un piège sur lequel les entrepreneurs arrivent souvent, mais aussi, de vous montrer toute la profondeur de cette science de l'influence et de la manipulation. Donc on a, deux auteurs au principal. Le 1er, hein, c'est Cialdini, Robert Cialdini, qui est un professeur dans une université d'Arizona et qui a écrit donc ce livre Influence, traduit en français par Influence et manipulation. Là-dedans, il va révéler, il va mettre en avant les 6 éléments, de la manipulation. Donc il commence avec, la question de la rareté. Donc la rareté, c'est utilisé, hein, par le vendeur qui va vous dire, en négligeant cet examen, vous risquez de vous priver de quelque chose, une chance de vous guérir. Avec cet élément, au lieu de vous dire: «Avec cet examen, vous gagnerez», la rareté, hein, vous connaissez bien, l'outil numéro un de la diplomatie chinoise, hein, qui est d'avoir, quelques rares pandas qu'ils offrent aux zoos, des pays qui sont, amicaux avec eux. Donc c'est tellement rare que ça a une valeur folle et ça crée, ce qu'on appelle la réactance psychologique. C'est-à-dire que, cette histoire de Roméo et Juliette que vous voyez sur la photo est typique de, je n'ai pas le droit, à cette relation et donc du coup je vais, être attiré par cette relation. Le deuxième point, c'est la réciprocité. Et vous voyez que c'est quand même un petit peu l'opposé de la rareté. Heu, c'est plutôt la générosité face à la rareté. Si vous avez reçu quelque chose, vous êtes en dette, vous avez, un besoin social de rendre. Alors il y a une vieille histoire comme ça qui est celle de cette dame qui crève un pneu, juste en bas de chez elle et son voisin qui passe par là, son jeune voisin, l'aide, en 5-10 minutes à changer sa roue et le lendemain, on est samedi, il se présente chez elle et il lui demande s'il peut, lui emprunter sa voiture parce qu'il en a besoin pour la journée et hem et elle est dans l'incapacité de refuser puisque quelque part elle lui doit quelque chose. Et le soir, elle apprend que sa voiture a été pillée, que, le jeune voisin, n'était pas assuré et d'ailleurs, il avait même pas son permis. Donc, un coût élevé, qu'elle a subi, par rapport à, ce qui était au départ juste 10 minutes que son voisin avait passé à l'aider. Ce concept est très connu, il était utilisé par les Hare Krishna, qui était une secte américaine des années 80, qui, dans les aéroports, offrait une rose à tout le monde. C'était l'église de la conscience, universelle qui offrait cette rose et une fois qu'on avait reçu la rose, ils demandaient si on voulait payer donner quelque chose à l'église de la conscience universelle et en général, les gens donnaient quelque chose qui était plus ou moins lié à la valeur de la rose
et ils allaient jeter la rose quelques mètres plus loin dans la poubelle, un peu fâchés d'avoir été un peu forcés à payer. Et les Hare Krishna récupéraient les roses après dans les poubelles et les réoffraient. Donc, c'est comme ça que c'était une opération qui était gagnante. Et vous avez bien sûr l'exemple de ces scouts qui vous vendent des calendriers avec une tombola derrière. On est dans la réciprocité. L'autorité, c'est des gens qui ont les attributs du pouvoir, et qui vont du coup vous demander des choses que vous n'allez pas refuser. Donc, quand vous êtes dans Full Metal Jacket, celui qui a un chapeau que les autres n'ont pas, qui a une cravate que les autres n'en ont pas, et qui a des tas de médailles accrochées et puis des grades sur le bras, il a l'autorité. Et quand il vous demande de faire des pompes, vous allez les faire. Mais ça vous arrive pas souvent. En revanche, ça vous arrive d'avoir quelqu'un qui vient qui est face à vous et qui vous dit maintenant vous allez vous déshabiller, et vous allez le faire. Et vous allez le faire parce qu'il a un stéthoscope autour du cou, et donc il fait ça avec son autorité de médecin. Alors, l'autorité, hein, il y a des gens qui résistent à ça. Les beatniks des années 60 sont connus pour ça. Mais si jamais, sur le bord de la route, vous avez quelqu'un qui vous demande de vous arrêter et qu'il a un uniforme de policier, vous allez vous arrêter. Mais ça va plus loin. On a mesuré que si la voiture devant vous, au feu, ne démarre pas, selon qu'elle est une belle voiture ou une voiture de bas de gamme en mauvais état, vous allez ou pas klaxonner celui qui est devant vous. C'est-à-dire que quand vous avez une belle voiture bien entretenue devant vous, vous n'allez pas la klaxonner, vous allez penser qu'elle a une raison de ne pas démarrer tout de suite. Encore une fois, l'autorité, quelque part, s'oppose à la sympathie. La sympathie, hein, c'est un élément qui est bien connu depuis très longtemps. Il y a une entreprise qu'on connaît tous qui s'est bâtie là-dessus. C'est Tupperware. Tupperware organisait des ventes, et c'était la maîtresse de maison qui invitait ses amis, et du coup, on achetait ces fameux contenants en plastique qui durent des années, hein. Je crois qu'il doit encore y avoir les Tupperware de ma mère qui datent d'une bonne cinquantaine d'années dans ces placards. Et ils sont encore en bon état. Et néanmoins, c'était grâce à cet effet de sympathie qu'on avait un réseau de vente constitué. Alors, qu'est-ce qui crée la sympathie? L'apparence physique. Manifestement, l'apparence physique crée la sympathie. La similarité. Les compliments. On a noté que quand vous mettez un petit compliment, alors ça a été testé par exemple avec des serveurs dans des bars, quand ils donnent un compliment à leurs hôtes, ils reçoivent un pourboire supérieur. Dans ces notions de sympathie, le good cop, bad cop joue sur cet effet de sympathie, mais aussi l'association qu'on va faire entre cette belle plante et cette belle voiture. C'est un usage de la sympathie pour manipuler le spectateur. De la même façon, se retrouver au milieu d'une foule de gens avec le même t-shirt bleu est un usage de la sympathie. Avant-dernier point, le conformisme. Et oui, nous avons dans notre ADN ce besoin de faire partie du troupeau, et on va regarder ce que font les autres avant d'agir. Et quand on se retrouve face à quelqu'un en détresse dans la rue, si les gens à côté passent sans s'arrêter, probablement on ne va pas s'arrêter. Et donc en vous arrêtant, vous allez influer les autres qui vont aussi s'arrêter.
Je ne vais pas vous passer la petite expérience que j'ai mise sur cette slide, mais je mettrai les slides en commentaire, enfin, dans le résumé de la vidéo. C'est une expérience qui est fascinante où des gens sont dans une salle d'attente et il y a une nouvelle personne qui arrive dans la salle d'attente qui est un sujet naïf, et donc qui n'est pas au courant qu'il est dans une expérimentation, et tous les autres sont des complices, et tous les autres vont se lever, ils sont assis, ils vont se mettre debout, puis se rasseoir à chaque fois qu'il va y avoir une sonnerie. Et puis, les complices vont aller à leur rendez-vous chez le médecin, et donc il va y avoir dans la salle d'attente que des gens qui sont des sujets naïfs, et à chaque fois que la sonnerie retentira, ils vont continuer à se lever, à s'asseoir. Pourquoi le font-ils? Parce que les autres le font. Vous avez encore plus drôle, qui est cette fameuse expérience de l'ascenseur. Donc si vous tapez dans Google Elevator Experiment, l'expérience de l'ascenseur, vous allez voir des gens qui sont dans l'ascenseur et des complices qui vont se mettre dos à la porte, et le sujet naïf va se mettre lui aussi dos à la porte. Et puis, ils vont faire un quart de tour, et il va faire un quart de tour. Et puis, ils vont mettre leur chapeau, et puis il va mettre son chapeau. Ils vont enlever le chapeau, il va enlever le chapeau. Et ça dure assez longtemps. C'est un peu une caméra cachée, mais en fait, c'est ce qui se passe quand on est dans un environnement incertain et qu'on voit que les autres ont l'air de savoir ce qu'ils font, donc on fait comme eux. Donc, le dernier point, c'est l'engagement. L'engagement, c'est un point assez fort. Quand on parie sur un cheval, on croit qu'il va gagner. Et même si ce n'est pas le cas, on croit jusqu'au dernier moment. Ce n'est pas seulement une attente, un espoir, c'est aussi qu'on se conforme à sa décision. Il y a une expérience qui est faite, qui est assez marrante. C'est vous avez des gens qui vont prendre se payer un séjour au ski, et il y en a un qui coûte 2 fois plus cher que l'autre, et ils apprennent au dernier moment qu'en fait ces séjours, finalement, ils se sont trompés, ils ont lieu le même week-end, et donc ils doivent choisir entre les deux. Et alors qu'il y en a un qui est beaucoup plus sympa parce qu'il y a moins de monde, il y a des pistes bien mieux entretenues, et c'est objectivement un meilleur deal, comme on l'a payé moins cher, on va choisir celui qui est avec une foule et des mauvaises conditions. Alors, ça a été testé dans des expériences, donc ça, là encore, cette vidéo sera sur le PowerPoint. C'est des gens qui vont marcher dans la rue et qui vont laisser tomber un billet devant vous. Et est-ce que vous allez vous arrêter pour leur dire « Attention, vous avez laissé tomber un billet ». Et ce qui va faire la différence, c'est est-ce que avant de rentrer dans la rue, quelqu'un vous demande votre chemin, vous demande son chemin, et vous remercie en vous disant que vous êtes vraiment super serviable. Et vous allez vous conformer à cette idée de vous-même en rendant 3 fois plus le billet quand on vous a gratifié vous êtes vraiment serviable. Alors, ces histoires d'engagement, ça va très très loin. Vous êtes tous au courant des horreurs que les étudiants acceptent dans le cadre de pratiques de bizutage. C'est de l'engagement, c'est de la cohérence. Alors, creusons un peu cette notion d'engagement. Là, on fait allusion aux travaux notamment de Robert Vincent Joule, qui a écrit 2 livres sur la question, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, que tout le monde a acheté, mais pas grand monde n'a lu, parce qu'il est assez pénible à lire. C'est un traité, c'est un travail d'universitaire. Alors que le second, qui a un livre, qui a un nom, là pour le coup, abscon, qui est la soumission librement consentie, est beaucoup plus facile à lire, puisque il est plutôt la description d'expériences qui ont été faites dans la vraie vie. Alors donc c'est Robert Vincent Joule, qui est professeur à Aix-Marseille, qui a écrit ce livre avec Beauvois.
Donc, c'est Robert Vincent a cette conviction que parmi tous les éléments, les 6 éléments de manipulation que je vous ai présentés avant, l'engagement est le plus fort et le plus central. Alors, on parle d'engagement quand on a l'impression d'avoir décidé par soi-même, et cet engagement est renforcé par 3 éléments. Le caractère coûteux de cet engagement, ça nous a coûté de l'argent, voire même plus, ça nous a coûté du temps. Par son aspect social, on l'a fait et tout le monde est au courant qu'on a pris cet engagement. Et son aspiration élevée, c'est-à-dire plus on le fait pour les autres et plus c'est puissant. Et donc, il y a des tas de techniques liées à ce problème d'engagement. C'est la notion de l'amorçage, quand on demande une première petite chose et puis qu'on la retire, ça va quand même être pris. L'effet de gel, quand on a pris une décision, on s'y accroche. Le leurre, quand on va, là encore, proposer un amorçage qui est faux et qu'on va détourner vers une deuxième chose. Le toucher, alors ça c'est assez fascinant, c'est le fait de toucher le bras de votre interlocuteur augmente son engagement. Ça a été testé par des compagnies aériennes. Dans un cas, l'hôtesse de l'air touchait le bras du passager pour lire son billet. Dans l'autre cas, elle ne touchait pas. Et on a noté que quand elle touchait le bras, il y avait une meilleure note à la fin dans les questionnaires de satisfaction. Après, il y a toute une série de techniques, la porte au nez, le pied dans la bouche, le press and release, l'étiquetage, le vous êtes libre de, c'est mieux que rien, ce n'est pas tout. Mais on va regarder dans les derniers l'engrenage et donc la dépense gâchée ou le piège abscon. Et vous voyez qu'on a des sujets de chronique avec avec chacun de ces autres techniques, mais je vais aujourd'hui me concentrer sur la dernière, puisque, comme vous le savez, on essaye de rester dans un univers de temps un peu contraint. Donc le piège abscon, ses caractéristiques, c'est bien entendu, on est dans l'engagement, donc la décision est libre, on a décidé par soi-même, en tout cas on a cette impression, c'est une décision publique, elle est coûteuse, en général il y a un but élevé, mais surtout, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est coûteuse. On a investi du temps dessus, on a mis de l'argent dessus, et ça ne marche pas. Et donc on remet de l'argent, ou on remet du temps, et donc ça caractérise une forme de doigt dans l'engrenage, c'est des décisions dans lesquelles on va s'enfermer de plus en plus. Alors prenons un exemple, c'est une expérience qui est faite dans des cours de MBA. Donc vous imaginez que vous êtes face à des étudiants d'école de commerce qui veulent montrer le meilleur d'eux-mêmes. Vous allez prendre 2 groupes qui vont réfléchir exactement sur la même entreprise, les mêmes chiffres, mais dans un cas, ce qu'on leur explique est différent de l'autre cas, sur l'historique. Dans le premier cas, ils ont investi et l'année 1, il y a eu des lourdes pertes. Le management a proposé un plan de redressement et on doit faire une recapitalisation, donc remettre de l'argent au pot. Et là, la réponse est les gens du groupe A vont majoritairement investir. Alors que le groupe B, sur les mêmes infos, on leur dit voilà, vous êtes en train d'arriver en année 2, c'est-à-dire au moment où il y a le plan de redressement qui est proposé. Est-ce que vous souhaitez investir dans la société, dans ce plan de recapitalisation? Elle a fait des lourdes pertes en année 1, elle a un plan de redressement. Est-ce que vous suivez? Et en fait, le groupe B ne suit pas. C'est exactement les mêmes chiffres, c'est exactement la même situation, mais ils ne vont pas investir. Donc ça, c'est une bonne illustration du piège abscon.
celle qui est racontée classiquement, c'est vous êtes allé au cinéma, c'est la dernière séance, donc vous sortez tard, et vous allez au bus pour rentrer chez vous. Vous voyez là que le prochain bus, c'est le dernier bus, et il est dans 20 minutes, donc vous dites, bon, c'est tranquille. Et il commence à se faire tard, et il y a des taxis qui passent, et vous leur dites, non, non, moi j'attends le bus. Et ils vous disent, mais vous savez, le bus, parfois il ne vient pas, vous devrez venir. Non, 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 j'attends le bus, vous attendez. Et 1 heure plus tard, vous avez bien attendu, il n'y a toujours pas de bus, il n'y a plus de taxi, et il pleut. Voilà. Et là, on est bien dans le piège abscon. Là, on est vraiment au milieu de tout. Alors, ces exemples-là, donc à part le premier qui est un exemple d'un investisseur, c'est pas des exemples d'entrepreneurs. Un exemple d'entrepreneur, c'est par exemple un entrepreneur qui va ouvrir une nouvelle agence. Et il a flashé sur le fait que cette nouvelle agence était très très bien placée. Donc il est très très content ça va lui coûter cher, mais en tout cas, il croit beaucoup. Et l'agence, elle décolle, mais le business ne vient pas du fait que les gens rentrent dans la boutique parce qu'elle est bien placée. C'est des gens qui vont chercher par téléphone. Et le loyer est cher. Et quitter le local, ce serait assez coûteux parce qu'il a pris les engagements, parce que… Et puis tout l'entourage passe un temps fou à expliquer que mais arrête de rester dans ce loyer là, ça sert à rien. Regarde, ton business, il vient par téléphone, il vient pas par le passage, et le loyer est cher, et du coup tu n'arrives pas à bien gagner ta vie, donc arrête ça. Et là, au contraire, ce que va faire l'entrepreneur, c'est qu'il va essayer de racheter le local pour dire, mais au moins, j'aurais peut-être fait une bonne opération immobilière parce que je peux l'acheter pas cher, et donc je vais me refaire. Donc la vraie question, c'est quand est-ce qu'on va partir? Alors, comment faire pour pouvoir résister à ce piège, à cette manipulation qu'on s'impose à soi-même? La première, la technique de base, c'est de poser une limite. C'est de dire, en fait, voilà ce qui va faire que je vais partir. Je me donne 3 mois pour vérifier que ça marche. Et en fait, cette limite, ce n'est pas une limite ferme, parce qu'on sait bien que dans 3 mois, les choses peuvent avoir changé. Donc, dans 3 mois, on refait le point. On accepte éventuellement de dépasser la limite, mais à condition de remettre une limite. Et ce que l'expérience montre, c'est que c'est la seule façon de réussir à reprendre le contrôle sur ses émotions et sur cette envie d'aller au bout de l'investissement. Donc, en guise de conclusion, la manipulation, c'est les autres. Mais en fait, la manipulation, c'est quand même beaucoup vous-même qui vous manipulez. Donc, être conscient des techniques de manipulation, les identifier, va vous permettre de mettre en place des stratégies de résistance. Donc, je vous recommande la lecture de ces 4 livres, ou de ces 2-3 livres que j'ai mis en avant, Influence, le petit traité de manipulation et la soumission librement consentie. Merci Jean-Christophe. Et j'ai l'impression que sur cette question de la manipulation ou de l'influence, il y aurait tant à faire qu'il faudrait peut-être envisager une série de chroniques qui traitent un petit peu comme ça les différents points. Mais merci de nous avoir montré que dans la vie d'un entrepreneur, ce qu'on peut appeler le sunk cost, c'est-à-dire finalement ces coûts que j'ai déjà payés, vont l'empêcher peut-être de regarder froidement la situation dans laquelle il s'est mis. C'est une évidence. Et ce qui est intéressant, c'est que l'environnement social qui lui dit « mais attends, tu sais, tu fais une erreur, etc. » ne contribue pas à lui faire prendre conscience que c'est une erreur. Donc, la seule chose qui permet vraiment de s'apercevoir qu'on est en train de se tromper, c'est très probablement la question de la
de ces limites qu'on se met.